Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Nouvelle semaine, mais on poursuit la lecture. C'est notre troisième épisode sur cette œuvre. Comme les fois passées, je vous le rappelle, sur cette œuvre, sur ce roman, il n'y a pas de partie, il n'y a pas de chapitre. Donc voilà, il n'y a pas de section très délimitée. Donc moi, comme d'habitude, sur la rediffusion YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo, ainsi que dans la description de la vidéo, des timecodes qui vous permettront de savoir quand est-ce que je fais les intros, les pauses, et donc la reprise des lectures, entre guillemets. Mais comprenez bien que je ne peux pas mettre précisément chapitre 1 à chapitre 5 et ainsi de suite, puisque sur cette œuvre, ça ne s'y prête pas tout simplement. Voili voilou, et comme je le disais, on en est donc à l'épisode 3. Donc pour bien s'y retrouver, étant donné que c'est un peu compliqué avec cette œuvre, je vous invite vraiment, vraiment à voir tout simplement les épisodes précédents que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Dans l'onglet playlist, vous cherchez la playlist et si on lisait Mrs. Dalloway, c'est aussi simple que ça. Voili voilou, je vois qu'on a la première fois dans le chat d'un spectateur. J'aime trop cette... Oula, j'ai la voix qui se barre en couille déjà. J'aime trop cette nouvelle fonctionnalité de Twitch qui met en avant les premiers messages des nouveaux viewers. Je trouve ça hyper cool. Du coup, bonsoir et bienvenue sur ce live. Et merci déjà pour ton follow, J-Boy. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont follow pendant que j'étais en off. Je pense à Lord Lovely et à Cassie. Merci à tous les trois, du coup, ça fait extrêmement plaisir. Et je m'en vais lire ton petit message. Euh, et merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Merci beaucoup pour tous les compliments. Merci beaucoup et je suis heureux que la lecture du château de Kafka t'ait plu. C'était une lecture qui, je pense, est parmi mes préférées, l'air de rien, de toutes celles que j'ai pu faire en live. Donc ouais, je suis content que ça t'ait plu aussi, ça fait plaisir. Et encore une fois, merci parce que bah, c'est assez rare quand même pour le souligner. C'est quand même un petit effort, je le comprends bien. Donc merci d'avoir fait la démarche de passer des rediffusions sur YouTube à Twitch. Pas tout le monde prend le temps de changer de plateforme, d'envoyer un petit message et ainsi de suite. Donc ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, J-Boy. Et bienvenue parmi nous. Bonsoir Industrias, comment tu vas? Merci pour l'abonnement Prime. Le 11e mois d'abonnement, putain, ça file, ça file, ça file. D'ailleurs, j'ai quelque chose à dire à ce sujet dans cette intro de live. Mais d'abord, je vous invite à vous installer, chers amis, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude et à passer, comme d'habitude, je l'espère, un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. Et donc, j'ai pas forcément de grandes nouvelles, même si on est mardi. J'ai pas de grandes nouvelles à vous donner. Mon rythme de croisière est toujours à peu près le même en ce moment, c'est-à-dire les deux lives de lecture le mardi et le vendredi à 21h. Donc ça sera encore une fois la même chose cette semaine avec la lecture de Mrs. Dalloway. Puisque le reste du temps, je travaille sur mon projet qui me prend bah, quasiment tout mon temps, c'est-à-dire travailler à la publication de mon premier livre. J'espère vraiment réussir à le finir pour ce mois-ci. Mais bref, c'est pas facile, je dois vous avouer, en ce moment. Mais je m'accroche et j'ai vraiment pour but de réussir à faire ça. Et donc, de quoi voulais-je vous parler par rapport au mois d'abonnement, en fait, tout simplement. Certains le savent déjà, mais les personnes... Alors, grosso modo, vous pouvez lier votre compte Discord et votre compte Twitch. Et donc, si vous êtes abonné à ma chaîne Twitch, Discord détecte que vous êtes abonné et peut vous donner un rôle spécial pour vous remercier en quelque sorte. Donc, pour vous donner un petit peu cette gratification entre guillemets, les gens qui ont leur compte connecté, etc., s'appellent sur mon Discord les résidents. Pourquoi ça? Tout simplement parce que dans mon petit lore, dans mon esprit, comme je le dis à chaque début de live, je suis Théo et je vous accueille sur ma planète. C'est-à-dire que moi, je prends ça comme si vous veniez me rendre visite dans ma tête quelque part et qu'on partageait un petit instant ensemble. Et les gens qui s'abonnent, j'ai trouvé ça drôle de dire que c'était des résidents, comme s'ils avaient
soit leur maison de vacances, soit carrément leurs appartements sur la planète Planétéo. Donc voilà, c'est un peu mon délire de lore, ça me fait un peu marrer. Et on va pouvoir pousser ça plus loin encore, puisque ça y est, j'ai réfléchi et j'ai peut-être enfin trouvé l'idée qui a fait tilt. Ça fait déjà pas mal de temps que je le dis. Vous êtes de plus en plus nombreux à arriver à 1 an d'abonnement, voire plus. Je pense notamment à Zikael qui a 26 mois, je crois. Ça n'a aucun sens. Du coup, soit un hôpital psychiatrique, ah bah merci Industria, c'est sympathique. Et du coup, oui, comme je le disais, avec Zikael qui arrive à 26 mois par exemple, eh bien je me suis dit, il serait temps de mettre à jour un petit peu les badges d'abonnés. Donc voilà, je sais que c'est énormément du détail pour beaucoup d'entre vous. Moi je trouve ça rigolo parce que voilà, encore une fois, ça permet de créer un petit délire, un petit lore, ça permet de récompenser en quelque sorte les gens qui me soutiennent depuis si longtemps. Donc voilà, j'ai réfléchi grandement. Jusqu'à présent, jusqu'au 1 an, on avait des badges d'abonnés qui représentaient des attrape-rêves, tout simplement. Puisque, bah voilà, je vous dis souvent que vous êtes les rêveurs. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Donc du coup, voilà, ça représentait des attrape-rêves, comme si c'était un peu une sorte de souvenir de votre voyage sur Planétéo, n'est-ce pas? Euh, et donc c'était un attrape-rêve évolutif qui se complexifiait de plus en plus, avec de plus en plus de perles, de particules de rêve, comme j'appelle ça sur ma chaîne. Et là, ça va être compliqué de les complexifier encore davantage. Donc j'ai décidé de changer un petit peu la chose, puisque à partir d'1 an d'abonnement, dorénavant, vous n'aurez plus d'attrape-rêve pour badge, mais je pense tout simplement vous préparer des badges en forme de clés. Et en fait, ça sera des clés évolutives dans leur forme, je pense, dans leur couleur notamment. Peut-être encore une fois avec des particules de rêve, peut-être des rappels de mon logo dedans, etc. etc. Mais voilà, j'aimerais bien réussir à designer des clés un petit peu stylax. Et tout ça pour représenter le fait que justement vous ayez votre habitation, vous soyez vraiment des résidents de Planétéo, et en quelque sorte vous avez les clés de la ville, vous êtes les bienvenus, vous êtes des invités d'honneur. Voilà, voilà, c'est tout con, c'est un truc vraiment qui va sembler pas ridicule, mais comment dire, dérisoire entre guillemets, dans le sens où c'est pas grand chose. Mais moi je me prends la tête et je me suis pris la tête longtemps pour trouver cette idée. Et elle m'a semblé plutôt sympathique et plutôt dans le lore et dans le délire que j'essaie d'instaurer. Donc voilà, j'étais bien content de ma petite idée. Maintenant, entre l'idée et la réalisation de cette idée, il risque peut-être de se passer un petit temps, mais au moins vous savez que je continue d'y réfléchir et que je continue d'y bosser dans un coin de mon cerveau et dans un coin de mon emploi du temps, quand j'ai le temps de ne pas penser à mon bouquin et à sa publication. Voilà, voilà. Trêve de bavardage. J'ai fait un peu long du coup, j'ai raconté un peu ma life, mais bon, on est là aussi pour se poser, pour discuter, pour laisser le temps aussi, je le rappelle, aux gens qui veulent à tout prix suivre la lecture en live d'arriver. C'est pour ça aussi que je fais des intros qui durent un peu longtemps, où je vous parle un peu, etc. Puis comme d'habitude, quand c'est le début de semaine, j'ai envie de vous tenir un peu au courant de ce qui se passe, quoi. Bref. Il va être très compliqué, et j'ai fait une liaison qui n'existe pas, il va être très compliqué de vous expliquer, enfin de vous faire un résumé des épisodes précédents de Mrs. Dalloway, puisque pour ceux qui ont suivi les lectures précédentes, vous avez vu que la narration est très spéciale, très particulière. Euh, donc, juste pour vous remettre dans l'instant exact où nous nous sommes laissés, il s'agit du moment où on a eu un résumé de la scène, j'imagine, entre Peter Walsh et Clarissa Dalloway, au moment où Clarissa Dalloway lui dit tout simplement ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, c'est fini, et s'en va, le quitte. Et Peter qui est en mode Clarissa, Clarissa, mais elle ne revint pas, c'était fini, il repartit le soir même, il ne la revit jamais. Donc voilà, on était un peu sur un moment douloureux pour Peter Walsh.
Et d'ailleurs, il y a eu des moments vraiment très sympathiques la fois passée, je trouve. Des moments que j'ai trouvé très émouvants personnellement. En effet, Industrias, mais je ne peux pas parler de ce genre de choses en live parce que du coup, bah, ça ferait trop private joke entre guillemets. Mais oui, bientôt, bientôt. Allez, merci, merci. Et puis bonne soirée à toi, j'imagine. Euh, oui, alors ce soir, malgré le fait que je vous disais qu'il n'y ait pas de chapitre, pas de partie, etc., on repère quand même qu'il y a des petits espaces parfois dans le texte. Je ne sais pas si vous allez le voir. Hop, voilà. Il y a des petits espaces parfois dans le texte, il y a des petits sauts de ligne. Donc j'essaie quand même de faire des lectures qui aillent d'un saut de ligne à un autre saut de ligne. Comme ça, je me dis que ça fait à peu près une unité de sens. Malheureusement, là, ce soir, c'était pas trop possible. Donc je vais essayer de vous lire 3 fois 13 pages. Et peut-être que ça fera un live pas très très long. Mais en fait, soit c'était ça, soit je vous lisais 40 pages d'un seul coup pour arriver au prochain saut de ligne. Donc voilà, là je ne vais pas m'arrêter sur des sauts de ligne. Le prochain saut de ligne, c'est quand ce live se clôturera. Bref, c'est du détail encore une fois, mais je trouve ça plus sympathique de vous mettre au courant pour ceux qui veulent un petit peu savoir les coulisses, entre guillemets, et surtout bah, tout simplement comment s'articule le texte dans la pensée de l'auteur, Virginia Woolf. Allez, cette fois-ci, trêve de bavardage, je vais partir pour la lecture pour de bon. Je vous souhaite une bonne écoute J-Boy et Industria si vous êtes toujours parmi nous. Bonne écoute à tous ceux qui me suivraient dans l'ombre du chat sur Twitch et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la première pause. Mrs. Dalloway, suite. C'était affreux, criait-il. Affreux, affreux. Et pourtant, le soleil répandait sa chaleur. Et pourtant, on finissait par se remettre. Et pourtant, la vie savait ajouter à un jour un autre jour. Et pourtant, pensait-il en bâillant et en regardant autour de lui, Regent's Park avait très peu changé depuis qu'il était petit garçon, à part les écureuils, et pourtant, il devait bien y avoir des compensations. Lorsque tout à coup la petite Élise Mitchell, qui venait de ramasser des cailloux pour les ajouter à la collection qu'il faisait, son frère et elle, et qui ornait le dessus de la cheminée de leur chambre, lâcha ceux qu'elle avait dans la main sur les genoux de la nurse, et fila tout aussitôt pour aller se jeter dans les jambes d'une dame. Peter Walsh éclata de rire. Mais, se disait Lucrezia Warren Smith, ce n'est pas juste. Pourquoi faut-il donc que je souffre se demandait-elle en avançant dans la grande allée. Non, je n'en peux plus, se disait-elle, ayant laissé Septimus, qui n'était plus Septimus, dire des choses dures, cruelles, méchantes, se parler tout seul, parler à un mort, là-bas sur sa chaise, lorsque la petite fille vint se jeter sur elle, tomba par terre et fondit en larmes. Ça, c'était plutôt consolant. Elle la remit sur pied, épousta sa robe, l'embrassa. Mais quant à elle, elle n'avait rien fait de mal. Elle avait aimé Septimus. Elle avait été heureuse. Elle avait eu une maison merveilleuse, et c'est là que ses sœurs vivaient encore, à faire des chapeaux. Pourquoi fallait-il qu'elle souffre, elle? La petite fille fila tout droit retrouver sa nurse, et Redzia vit que la nurse, qui avait lâché son tricot, la grondait, la consolait, la prenait dans ses bras, et que le monsieur à l'air gentil lui donnait sa montre à ouvrir en soufflant dessus pour la consoler. Mais pourquoi fallait-il qu'elle se retrouve, elle, dans cette situation? Pourquoi ne pas l'avoir laissée à Milan? Pourquoi cette torture? Pourquoi? Légèrement brouillée par ses larmes, la grande allée, la nurse, le monsieur en gris, la voiture d'enfant ondulait devant ses yeux. Se faire torturer par ce cruel bourreau, tel était son lot. Mais pourquoi? Elle était comme un oiseau qui trouve refuge au creux délicat d'une feuille, qui cligne au soleil quand la feuille bouge, qui sursaute au craquement d'une brindille. Elle était vulnérable. Elle était cernée par les arbres énormes, les vastes nuages d'un monde indifférent. Elle était vulnérable, elle souffrait le martyre. Pourquoi? Mais pourquoi? Elle fronça les sourcils, elle tapa du pied. Il fallait qu'elle aille retrouver Septimus étant donné que c'était presque l'heure d'aller chez Sir William Bradshaw. Il fallait qu'elle aille lui dire, qu'elle aille le retrouver sur sa chaise verte sous l'arbre, assis là à se parler tout seul, ou à parler à ce type mort, Evans, qu'elle n'avait vu qu'une seule fois,
quelques instants, dans la boutique. Un type gentil, pas bavard, un grand ami de Septimus, et il s'était fait tuer à la guerre. Mais ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Tout le monde a des amis qui se sont fait tuer à la guerre. Tout le monde sacrifie quelque chose en se mariant. Elle avait perdu sa maison. Elle était venue vivre ici, dans cette affreuse ville. Mais Septimus, lui, se laissait aller à ruminer toutes ces choses horribles, comme elle aurait pu le faire aussi si elle avait voulu. Il était devenu de plus en plus bizarre. Il disait qu'il entendait des gens parler derrière les murs de la chambre. Mrs. Filmer trouvait cela étrange. Il voyait aussi des choses. Il avait vu la tête d'une vieille femme au milieu d'une fougère. Pourtant, il savait être heureux quand il voulait. Ils étaient allés à Hampton Court, sur l'impériale d'un omnibus, et ils avaient été parfaitement heureux. Toutes les petites fleurs rouges et jaunes étaient écloses dans l'herbe, comme des lanternes flottantes, avait-il dit, et il avait bavardé, et ri, et raconté des histoires. Tout d'un coup, il avait dit « Maintenant, nous allons nous tuer », lorsqu'il se trouvait au bord de la Tamise. Et il avait regardé l'eau d'un regard qu'elle avait déjà vu dans ses yeux lorsqu'un train passait, ou un omnibus, comme s'il était fasciné par quelque chose. Elle avait senti qu'il s'éloignait d'elle, et elle l'avait pris par le bras. Mais au retour, il s'était montré très calme, parfaitement raisonnable. Souvent, il discutait avec elle de l'éventualité de se tuer tous les deux. Il lui expliquait que les gens étaient méchants, qu'il les voyait inventer des mensonges quand ils passaient dans la rue. Il connaissait toutes leurs pensées, disait-il. Il savait tout. Il connaissait le sens du monde, disait-il. Et puis, de retour à la maison, il pouvait à peine marcher. Il s'était allongé sur le sofa et lui avait demandé de lui tenir la main pour l'empêcher de tomber. De tomber, criait-il, dans les flammes. Il voyait des visages qui sortaient du mur et se moquaient de lui, qu'il appelait de toutes sortes de noms affreux, dégoûtants, et des mains qui sortaient de derrière le paravent. Pourtant, ils étaient absolument seuls. Mais il s'était mis à parler tout haut, à répondre à des gens, à discuter, à rire, à crier, à s'exciter, et à lui demander d'écrire des choses sous sa dictée. De pures bêtises à propos de la mort, à propos de Miss Isabelle Paul. Elle n'en pouvait plus. Elle allait repartir chez elle. Elle était maintenant près de lui. Elle le voyait regarder le ciel marmonner, se tordre les mains. Pourtant le docteur Holmes avait dit qu'il n'avait rien du tout. Si c'était vrai, qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Pourquoi avait-il perdu l'esprit? Pourquoi, lorsqu'elle était assise près de lui, sursautait-il, la regardait-il d'un air soupçonneux, s'éloignait-il et lui montrait-il sa main, la prenant dans les siennes, la fixant des yeux d'un air terrifié? Était-ce parce qu'elle avait enlevé son alliance? Ma main a tellement maigri, avait-elle dit. Je l'ai mise dans mon porte-monnaie, lui avait-elle expliqué. Il lui lâcha la main. Leur mariage était fini, se dit-il avec déchirement, avec soulagement. La corde était coupée, il prenait son essor. Il était libre, car il était écrit là-haut que lui, Septimus, le seigneur des hommes, devait être libre. Seul, puisque sa femme avait jeté son alliance puisqu'elle l'avait quitté, lui, Septimus, était seul, convoqué en premier, avant les multitudes, pour entendre la vérité, pour apprendre le sens qui, au bout de tout ce temps, après les travaux et les jours de la civilisation, les Grecs, les Romains, Shakespeare, Darwin, et maintenant lui-même, allait être entièrement révélé à... À qui? Demanda-t-il tout haut. Au Premier ministre, répondirent les voix qui bruissaient au-dessus de sa tête. Le secret suprême devait être transmis au Conseil des ministres. Tout d'abord, que les arbres sont vivants, ensuite l'amour, ensuite que le crime n'existe pas, ensuite l'amour, l'amour universel, marmonnait-il, en haletant, en tremblant, en extirpant à grand-peine ces vérités profondes qui réclamaient, tant elles étaient enfouies, tant elles étaient difficiles, un immense effort pour les énoncer. Mais le monde était métamorphosé par elles à jamais. Pas de crime. L'amour, répétait-il, en cherchant fébrilement son Bristol et un crayon, lorsqu'un Skye Terrier vint renifler son pantalon et qu'il sursauta pris de panique. Le chien se transformait en homme. Il ne voulait pas assister à une chose pareille. C'était horrible de voir un chien se transformer en homme. Aussitôt, le chien fila au petit trot. Le ciel était divinement miséricordieux, infiniment clément. Il l'épargnait et lui pardonnait sa faiblesse. Mais quelle était l'explication scientifique? Car il fallait avant toute chose se montrer scientifique. Comment se faisait-il qu'il pût voir à travers les corps, qu'il pût lire l'avenir, où l'on verrait les chiens devenir des hommes? C'était sans doute la vague de chaleur,
à l'œuvre sur un cerveau sensibilisé par les millénaires de l'évolution. Scientifiquement parlant, la chair était fondue à partir de l'univers. On avait fait macérer son corps jusqu'à ce qu'il n'en reste que les fibres nerveuses. Il s'étalait comme un voile sur un rocher. Il s'appuya sur le dossier de sa chaise, épuisé mais non brisé. Il restait là, à se reposer, à attendre, avant de servir à nouveau d'interprète, avec effort, avec souffrance à l'humanité. Il gisait tout là-haut, sur le dos du monde. La terre vibrait au-dessous de lui. Des fleurs rouges poussaient et traversaient sa peau. Leurs feuilles raides bruissaient près de sa tête. Et ici, là-haut, de la musique commençait à battre contre les rochers. C'est le klaxon d'une voiture dans la rue, marmonna-t-il. Mais ici, là-haut, cela tonnait de rocher en rocher, cela se divisait, se heurtait en chocs sonores qui s'élevaient en colonnes lisses. Que la musique fût visible, c'était une découverte, et cela devenait un hymne qui s'enroulait autour du pipeau d'un jeune berger. C'est un vieillard qui joue de son flutio devant le pub, marmonna-t-il. Un hymne qui, lorsque le jeune berger restait immobile, sortait, tout effervescent de son pipeau, et lorsque le jeune berger reprenait son ascension, faisait entendre sa plainte exquise tandis que la circulation passait au-dessous. L'élégie de ce jeune homme s'élève au milieu de la circulation, pensa Septimus. Maintenant, il se retire jusqu'au fond des neiges, et des roses retombent en grappes autour de lui. Les roses rouges touffues qui poussent sur le mur de ma chambre, se rappela-t-il. La musique, c'est ça. Il a gagné 3 sous, conclut-il, et il est allé jusqu'au pub suivant. Mais quant à lui, il restait perché sur son rocher, comme un marin naufragé. Je me suis penché par-dessus le bord du bateau et je suis tombé, pensa-t-il. Je suis allé au fond de la mer. J'étais mort, et pourtant maintenant je suis vivant. Mais laissez-moi encore me reposer, supplia-t-il. Voilà qu'il se reparlait à nouveau tout seul. C'était affreux, affreux. Tout comme, avant le réveil, les voix des oiseaux et le bruit des roues résonnent et tintent en une étrange harmonie, et deviennent de plus en plus forts jusqu'à ce que le dormeur se sente près d'aborder au rivage de la vie. De même se sentit-il approcher du bord de la vie, avec le soleil qui était de plus en plus chaud, les cris de plus en plus forts. Quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Il n'avait qu'à ouvrir les yeux. Mais il y avait comme un poids dessus, une crainte. Il fit un effort, il poussa, il regarda. Il vit Regent's Park autour de lui. De longues raies de lumière rampaient à ses pieds. Les arbres ondulaient, se dressaient. Nous accueillons, semblait dire le monde. Nous acceptons. Nous créons. La beauté semblait dire le monde. Et comme pour en apporter la preuve, une preuve scientifique, partout où il regardait, que ce soit les maisons, les grilles, les antilopes qui allongeaient le cou au-dessus des palissades, la beauté surgissait instantanément. Regarder une feuille trembler au moindre souffle d'air était une joie exquise. Là-haut dans le ciel, des hirondelles fonçaient, tournoyaient, filaient vers l'horizon et se remettaient à tourner, sans jamais perdre le contrôle, comme si elles étaient retenues par des élastiques. Et les mouches qui montaient et redescendaient, et le soleil qui venait acheter tantôt une feuille, tantôt une autre, par jeu, la faisant resplendir du doux éclat de l'or par pur élan de gentillesse. Et de temps en temps, un son de cloche, c'était peut-être un klaxon, qui tintinabulait divinement sur les brins d'herbe. Et tout cela, si calme et raisonnable que ce fût, et qui n'était fait que des choses les plus ordinaires, était maintenant la vérité. La beauté, c'était maintenant la vérité. La beauté était partout. Il est temps, dit Redzia. Le mot temps brisa sa coque, répandit sur lui ses richesses, et de ses lèvres tombèrent comme des coquillages, comme les copeaux d'un rabot, sans qu'il ait à les former, des mots durs, blancs, impérissables, qui s'envolèrent pour aller s'attacher chacun à sa place, au sein d'une ode au temps, une ode immortelle adressée au temps. Il chanta. Et Vance lui répondit de derrière l'arbre. Les morts étaient en Thessalie, chantait Evans, au milieu des orchidées. Ils attendaient là que la guerre soit finie, et maintenant les morts, Evans lui-même. Pour l'amour du ciel, n'approchez pas, cria tout haut Septimus, car il ne voulait pas voir les morts en face. Mais les branches s'écartèrent. Un homme en gris s'approchait bel et bien d'eux. C'était Evans. Mais il n'y avait pas de boue sur lui, pas de blessure. Il était semblable à lui-même. Il faut que je le dise au monde entier, cria Septimus, en levant la main, cependant que le mort en costume gris se rapprochait.
la levant comme une statue colossale qui, seule dans le désert, a passé des années à se lamenter dans le désert sur le sort de l'homme, les mains appuyées contre le front, les joues creusées de profonds sillons de désespoir, et qui, soudain, à l'orée du désert, voit la lumière qui se dilate et frappe la statue d'un noir minéral, et Septimus se dressa à demi de sa chaise, avec des légions d'hommes prostrés derrière lui, lui qui, le pleureur géant, reçoit un instant sur le visage tout le... « Je suis tellement malheureux, Septimus, dit Redzia, en essayant de le faire se rasseoir. Les multitudes se lamentaient. Depuis des siècles, elles étaient dans la peine. Il allait faire volte-face. Il allait dans un instant seulement, leur faire connaître ce soulagement, cette joie, cette révélation étonnante. « Il est temps, Septimus, répéta Redzia. Quelle heure est-il » Il parlait, il sursautait. Cet homme avait dû le remarquer. Il les regardait. « Je vais te dire l'heure, » dit Septimus très lentement, l'air endormi, souriant mystérieusement. Et tandis qu'il était là, à sourire aux morts en costume gris, le quart sonna, midi moins le quart. C'est ça, être jeune, se dit Peter Walsh en passant devant eux. Se faire une scène épouvantable, la pauvre femme avait l'air complètement à bout, au milieu de la matinée. Mais de quoi pouvait-il s'agir, se demanda-t-il. Qu'est-ce que le jeune type en par-dessus avait bien pu lui dire pour qu'elle ait cet air-là? Dans quel pétrin avait-il bien pu se mettre pour avoir cet air-là, l'un et l'autre par une belle matinée d'été? Ce qui était amusant, quand on rentrait en Angleterre au bout de 5 ans, c'était la façon dont, en tout cas les premiers jours, on se mettait à voir les choses comme si on ne les avait jamais vues. Des amoureux qui se disputent sous un arbre, la vie de famille dans les jardins publics. Il n'avait jamais vu Londres avoir un tel charme, la douceur des lointains, la profusion, la verdure. Après l'Inde, la civilisation, se dit-il en traversant la pelouse. Cette sensibilité aux impressions, c'est ce qu'il avait perdu, sans aucun doute. À son âge encore, il avait, comme un adolescent ou même une adolescente, de ces changements d'humeur. Les bons jours, les mauvais jours, sans la moindre raison. Le bonheur de voir un joli visage et le comble du malheur avoir un laidron. Après l'Inde, naturellement, on tombait amoureux de toutes les femmes qu'on rencontrait. Elles avaient une sorte de fraîcheur. Même les plus pauvres s'habillaient mieux qu'il y a 5 ans. Cela sautait aux yeux. Et il trouvait que la mode n'avait jamais été aussi saillante. Les longues capes noires, la minceur, l'élégance, et puis cette habitude exquise et apparemment universelle de se maquiller. Toutes les femmes, même les plus respectables, avaient un teint de rose, les lèvres taillées au couteau, des boucles de jais. Ce n'était partout que décoration, artifice. Il s'était incontestablement produit un changement. À quoi pensaient les jeunes gens, se demandait Peter Walsh. Ces 5 années, de 1918 à 1923, il avait le sentiment qu'elles avaient beaucoup compté. Les gens étaient différents. Les journaux étaient différents. Par exemple, dans un hebdomadaire respectable, il y avait un journaliste qui parlait ouvertement de Water Closet. Il y a 10 ans, ça aurait été impensable de parler de ça dans un hebdomadaire respectable. Et puis cette façon de sortir son rouge à lèvres ou son poudrier et de se refaire une beauté en public. Pendant la traversée du retour, il y avait plein de jeunes couples. Il se souvenait en particulier de Betty et Bertie, qui flirtaient on ne peut plus ouvertement. La vieille mère observait tout cela en tricotant, avec un calme imperturbable. La jeune personne s'arrêtait tout d'un coup pour se repoudrer le nez devant tout le monde. Et il n'était pas fiancé. Non, il prenait simplement du bon temps. Personne n'avait rien à y perdre. Une fille qui savait ce qu'elle voulait, cette Betty comment déjà? Mais brave fille finalement. À 30 ans, elle ferait une excellente épouse. Elle se marierait quand ça lui conviendrait, et pas avant. Elle épouserait un homme riche, et elle vivrait dans une grande maison près de Manchester. Voyons, qui donc avait fait ça? Se demanda Peter Walsh en tournant dans la grande allée, qui avait épousé un homme riche et vivait dans une grande maison près de Manchester. Quelqu'un qui lui avait écrit récemment une lettre pleine d'élan, et qui lui parlait d'hortensias bleues. C'était de voir des hortensias bleues qui l'avaient fait penser à lui et au bon vieux temps. Sally Seton, bien sûr. C'était Sally Seton. La dernière personne au monde qu'on aurait pu imaginer épousant un homme riche pour aller vivre dans une grande maison près de Manchester. La sauvage, l'audacieuse, la romantique Sally. Mais de toute l'ancienne bande des amis de Clarissa, les Whitbread, les Kindersley, les Cunningham, les Kinloch Jones, Sally était sans doute la plus attachante. En tout cas, elle ne s'en laissait pas compter. Elle ne s'en laissait pas compter.
Elle avait vu clair dans le jeu de Hugh Whitbread, l'admirable Hugh, alors que Clarissa et tous les autres étaient à ses pieds. Les Whitbread, l'entendait-il encore dire? Qui sont les Whitbread? Des marchands de charbon, de respectables commerçants. Hugh, elle ne pouvait pas le souffrir. Il ne pensait qu'à se donner des airs, disait-elle. Il aurait dû être duc. Il aurait eu toutes les chances d'épouser une des princesses royales. Évidemment, de tous les êtres humains qu'il ait jamais rencontrés, Hugh avait le respect le plus extraordinaire, le plus naturel, le plus sublime pour l'aristocratie anglaise. Même Clarissa était bien obligée de le reconnaître. Oh, mais c'était un si gentil garçon, altruiste avec ça. Il avait renoncé à la chasse pour faire plaisir à sa vieille mère, et il se rappelait l'anniversaire de ses tantes, tout ça. Sally, il faut lui rendre cette justice, ne s'était pas laissé prendre à tout ça. Une des choses qu'il se rappelait le mieux, c'était une discussion à Bolton, un dimanche matin, à propos des droits des femmes, ce sujet antédiluvien, où tout d'un coup, Sally s'était mise dans une grande colère et avait déclaré à Hugh qu'il représentait tout ce qu'il y avait de plus odieux dans la bourgeoisie anglaise. Elle le considérait comme responsable du sort de ces pauvres filles de Piccadilly. Hugh, lui, le parfait gentleman. Pauvre Hugh. Il avait eu l'air absolument horrifié. Elle l'avait fait exprès, avait-elle avoué ensuite. Souvent ils se promenaient tous les deux dans le potager et échangeaient leurs impressions. Il n'a jamais rien lu, rien pensé, rien ressenti, l'entendait-il dire de cette voix éclatante qui portait beaucoup plus loin qu'elle ne croyait. Les garçons d'écurie étaient plus vivants que Hugh. C'était le pur produit des public schools. Il n'aurait pu naître nulle part ailleurs qu'en Angleterre. Elle disait cela avec une certaine méchanceté. Elle semblait lui en vouloir de quelque chose. Il s'était passé quelque chose, il ne savait plus bien quoi, dans le fumoir. Il l'avait insulté, embrassé, inimaginable. Personne ne pouvait en croire un mot, naturellement. Qui aurait pu croire une chose pareille? Embrasser Sally dans le fumoir? S'il s'était agi de quelque honorable Edith ou Lady Violet, passe encore. Mais sûrement pas cette rien du tout de Sally qui n'avait pas le sou et dont le père ou la mère jouait à Monte-Carlo. Car de tous les gens qu'il avait connus, Hugh était bien le pire snob, le plus obséquieux. Enfin, il ne rampait pas exactement, il était trop suffisant pour cela. La comparaison qui s'imposait, c'était avec un valet de chambre stylé, quelqu'un qui marche derrière en portant les valises, à qui on peut confier les télégrammes à envoyer, indispensable aux maîtresses de maison. Et il avait trouvé son emploi. Il avait épousé son honorable Evelyne, avait obtenu un petit poste à la cour, il s'occupait des celliers du roi, faisait briller les boucles de chaussures impériales, se pavanait en haut de chausse et manchettes de dentelle. La vie est impitoyable. Un petit poste à la cour. Il avait épousé cette dame, l'honorable Evelyne, et ils habitaient dans les parages, se disait-il en regardant les maisons prétentieuses qui donnaient sur le parc. Car il y avait déjeuné une fois dans une maison qui avait, comme tout ce qui appartenait à Hugh, quelque chose que ne possédait aucune autre maison, peut-être bien des armoires à linge. Et il fallait aller les regarder. Il fallait passer un bon bout de temps à admirer ceci ou cela, les armoires à linge ou les thés d'oreiller, ou les meubles anciens en chêne, les tableaux que Hugh avait eus pour une bouchée de pain. Mais Mrs. Hugh, parfois, montrait le dessous des cartes. C'était une de ces petites souris effacées qui admirent les hommes importants. Elle apparaissait comme quantité négligeable, et puis brusquement elle disait quelque chose de tout à fait inattendu. Elle lançait une pointe. C'était peut-être chez elle des vestiges de la grandeur passée. Le charbon pour chaudières était un peu trop fort pour elle, il enfumait l'atmosphère. Ils habitaient donc là, avec leurs armoires à linge et leurs tableaux de maître, et leurs thés d'oreiller bordés de vraies dentelles, sur un pied de 5 ou 10 000 livres par an, probablement, alors que lui, qui avait 2 ans de plus que Hugh, en était à quémander un emploi. Et je vais m'arrêter là pour la première phase de lecture de ce soir, les amis. Nous marquons une courte pause. Courte pause pour plusieurs raisons. Déjà parce que bon, on en est à la 3e lecture, donc forcément, plus les lectures passent, et plus je vous ai déjà au final exprimé mon sentiment sur la lecture, donc voilà, je ne vais pas me répéter à l'infini. Mais également, tout simplement, parce que je crois qu'on va avoir pas tant que ça à lire ce soir, donc j'ai pas envie de faire davantage de parlotte que de lecture.
Donc voilà, on va enchaîner assez rapidement. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Pipou, pipou, pipou. Oui, donc au final, a priori, la coupure, enfin le saut de ligne qui entame la lecture de ce soir, a priori, c'était justifié parce qu'on changeait de personnage. Moi, je le vois comme ça en termes d'unité de sens. Je pense que c'est pour ça que Virginia Woolf a opéré cette séparation. Euh, mais finalement, on retourne quand même sur le personnage de Peter Walsh assez rapidement. Donc bon, c'est vrai que les sauts de ligne, j'ai vachement de mal à les interpréter dans cette œuvre. J'ai l'impression que, encore une fois, avec ce narrateur très volatile qui s'attache à tout ce qui accroche ses yeux ou sa pensée, même j'ai envie de dire. Euh, c'est vrai qu'on est habitué à passer du coq à l'âne presque d'un personnage à l'autre. Alors ça a quand même une logique, parce qu'encore une fois, ça a une logique de pensée justement. Mais ce sont les pensées qui s'enchaînent les unes les autres et qui se suivent un petit peu abruptement parfois. Même si c'est très très agréable, je trouve, de suivre ce flux, de suivre ce flow. Parce que du coup, bah, c'est un peu rafraîchissant. Et encore une fois, je trouve que c'est très moderne. Je trouve que ça fait vachement cinématographique avec la caméra qui va passer d'un personnage à un autre, d'un objet à un autre, etc. Donc là, tout le passage sur... alors comment il s'appelait? C'était Lucrezia, je crois. Euh, tout le passage sur... Ouais, je crois que c'était Lucrezia. Vous savez, le couple là. Lucrezia Warren Smith et Septimus. Je l'ai trouvé un petit peu... Enfin, je le trouve émouvant, mais il fait un peu mal au cœur, quoi. Il fait un peu mal au cœur. Ce couple pas heureux, etc. Enfin, ouais, bref. Ça fait vraiment mal. Et en même temps, je trouve que ça parle beaucoup parce que on connaît tous ce genre de période et des gens qui sont dans ce genre de période et ainsi de suite. Enfin, ouais. C'est des petites choses comme ça du quotidien, mais qui ont leur grande force, leur grand impact émotionnel, je trouve. Donc j'ai bien aimé ce passage-là sur le couple. Et ensuite, quand on est retourné sur Peter Walsh, pourquoi pas. Au final, ensuite, on repart encore sur d'autres personnages. C'est vachement intéressant, encore une fois, comment est articulé ce texte. Parce que c'est vraiment les pensées qui semblent s'imposer, quoi. C'est vraiment ah bah là je vais vous parler de Peter Walsh et puis ah Peter Walsh il a vu telle ou telle il a pensé ou vu telle ou telle chose. Du coup ça lui fait penser à tel ou tel souvenir de sa vie. Ah bah du coup on va partir sur tel personnage à cause de ça. Enfin c'est voilà c'est vraiment c'est assez fluide. C'est assez fluide. Ça pourrait être je trouve un petit peu paumant et du coup désagréable de pas savoir où on en est, etc. Mais au final, étonnamment, par un génie mystique de la part de Virginia Woolf, ça s'enchaîne bien et c'est très agréable à suivre, je trouve. C'est très digeste comme lecture finalement, alors que le style est vraiment particulier, quoi. Et du coup, bonsoir petite Sab. T'arrives un petit peu en retard, t'as loupé une petite partie de lecture qui n'était pas très très longue. Et du coup, bah, ça va mieux que la dernière fois. J'irai pas jusqu'à dire que ça va bien. Mais jour après jour, je vais un petit peu de mieux en mieux. Donc merci de le demander, c'est très gentil. J'espère que toi tu vas bien. Et puis j'espère que vous allez tous bien. Je vais reprendre la lecture assez rapidement, comme je le disais. D'ailleurs, n'hésitez pas parce que en début de live, j'avais commencé à lire et j'étais pas passé sur l'autre overlay. J'avais pas fait ce petit switch comme ça. Hop. Donc n'hésitez pas. Si vous voyez un moment que je change pas d'overlay, etc. N'hésitez pas à me faire la remarque dans le chat, comme ça je le lirai et je le ferai. Euh, je me... je l'ai fait tout à l'heure et je me suis rendu compte que déjà lors du live précédent, j'avais oublié de mettre l'overlay. Ce qui est un petit peu gênant parce que je m'en sers aussi de repères visuels pour pouvoir mettre les timecodes à la rediffusion. Donc voilà. Non seulement c'est plus esthétique, je trouve, ça instaure une petite ambiance, mais aussi ça m'est pratique tout simplement. Voilà, voilà. Je te souhaite une bonne écoute, petite Sab. Bonne écoute à tous les autres, je ne sais pas s'il en reste.
Je ne sais pas qui est resté, qui est parti au final. J'ai l'impression que nos amis de tout à l'heure sont juste passés faire un petit coucou. Donc voilà, bonne écoute globale, que ce soit sur Twitch ou YouTube, dans le doute. On va repartir. Alors encore une fois, je vais vous lire 13 pages et du coup ça nous emmène, j'avais fait un repère, voilà, ça nous emmène ici. Très bien. Très bien. Je suis paré. Donc je vous rappelle que là on est en train de parler de Hugh et qu'il disait que grosso modo Hugh était dans le fast, etc., etc., alors que lui, qui avait 2 ans de plus que Hugh, en était à quémander un emploi. Voilà la fin de la phrase précédente. A tout à l'heure pour la dernière pause, les amis. Miss Dalloway, suite. À 53 ans, il fallait qu'ils viennent leur demander de le placer dans un ministère, de lui trouver un poste de répétiteur où il enseignerait le latin à des petits garçons, ou un emploi de bureau où il serait l'homme à tout faire de quelques mandarins, quelque chose qui lui rapporte 500 livres par an. Car s'il épousait Daisy, même avec sa pension, il ne pourrait pas s'en tirer à moins. Whitbread pourrait sans doute lui trouver quelque chose, ou Dalloway. Ça ne l'ennuyait pas de demander un service à Dalloway. C'était un chic type. Un peu limité, un peu obtus, oui, mais vraiment un chic type. Tout ce qu'il entreprenait, il le faisait de la même manière raisonnable, pondérée, sans une once d'imagination, sans une étincelle de brio, mais avec la méticulosité inexplicable de ce genre d'homme. Il aurait dû être gentleman farmer. La politique n'était pas son affaire. Il était à son mieux dans la vie au grand air, avec des chevaux et des chiens. Il avait été formidable, par exemple, quand le grand chien à long poil de Clarissa s'était pris dans un piège, et qu'il avait eu la patte à moitié arrachée. Clarissa était au bord de l'évanouissement, et Dalloway avait tout pris en main. Il avait fait le pansement, une éclisse. Il avait dit à Clarissa de se contrôler. C'était peut-être cela qu'elle aimait chez lui, de cela qu'elle avait besoin. Voyons, ma chère, contrôlez-vous. Tenez ceci, allez chercher cela. Et pendant tout ce temps, il parlait au chien comme si c'était un être humain. Mais comment supportait-il les sottises qu'il débitait sur la poésie? Comment pouvait-elle le laisser pérorer ainsi sur Shakespeare? Avec le plus grand sérieux, avec solennité, Richard Dalloway se dressait sur ses pattes de derrière et déclarait qu'un honnête homme devait s'abstenir de lire les sonnets de Shakespeare, parce que c'était comme de regarder par le trou de la serrure, et en outre la liaison amoureuse décrite n'avait pas son approbation. Un honnête homme ne devait pas laisser sa femme rendre visite à la sœur d'une épouse décédée. Incroyable. La seule chose à faire, c'était de lui lancer des dragées dessus. Ça se passait pendant le dîner. Mais Clarissa avalait tout ça, trouvait que c'était de sa part une marque d'intégrité, d'indépendance. Elle était bien capable de penser que c'était l'esprit le plus original qui lui ait été donné de rencontrer. C'était un des liens entre Sally et lui. Il y avait un jardin où ils se promenaient ensemble, un jardin clos, avec des massifs de rosiers et des choux-fleurs géants. Il revoyait Sally arrachant une rose, s'arrêtant pour admirer la beauté des feuilles de chou au clair de lune. C'est fou la netteté avec laquelle cela lui revenait, des choses auxquelles il n'avait pas pensé depuis des années. Tout en le suppliant, à moitié par plaisanterie bien sûr, d'enlever Clarissa, de la sauver de tous les Hugh et Dalloway, et autres parfaits gentlemen qui étoufferaient son âme. Elle écrivait des volumes entiers de poésie à l'époque, qui feraient d'elle une banale maîtresse de maison, qui encouragerait son penchant pour les mondanités. Mais il fallait rendre cette justice à Clarissa. Elle n'aurait en aucun cas épousé Hugh. Elle savait très exactement ce qu'elle voulait. Ses émotions étaient purement de surface. Sous cette écorce, elle était très avertie. Elle était bien meilleure juge des caractères que Sally, par exemple, et avec tout ça, c'était la féminité même. Avec ce don extraordinaire propre aux femmes, de se créer son univers à elle partout où elle se trouvait. Elle entrait dans une pièce, elle se tenait, comme il l'avait vu faire si souvent, dans l'encadrement de la porte, avec plein de gens autour d'elle. Eh bien, c'était Clarissa qu'on gardait en mémoire. Elle n'avait pourtant rien d'extraordinaire. Elle n'était pas belle, elle n'avait rien d'original, elle ne disait jamais de choses particulièrement spirituelles, mais elle avait de la présence. Juste, elle était là. Non, non, il n'était plus amoureux d'elle. Il se sentait seulement, après l'avoir vue ce matin au milieu de ses ciseaux et de ses soies,
se préparant pour sa soirée, incapable de détourner ses pensées d'elle. Elle revenait sans cesse, comme dans un wagon de chemin de fer, une personne qui dort et n'arrête pas de se cogner contre vous. Ça ne voulait pas dire qu'il était amoureux. Simplement, il pensait à elle. Il la critiquait, il recommençait, au bout de 30 ans, à essayer de la définir. Ce qu'il y avait d'évident à dire sur elle, c'est qu'elle était mondaine, qu'elle attachait trop d'importance aux questions de rang et de caste, et au fait de réussir dans le monde. Et cela, c'était vrai, elle l'avait admis elle-même. Pour peu qu'on s'en donne la peine, on pouvait toujours lui faire reconnaître la vérité. Elle était honnête. Ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait horreur des bonnes femmes mal fagotées, des vieux birbes, des fruits secs, comme lui sans doute. Qu'elle trouvait que les gens n'avaient pas le droit de se prélasser les mains dans les poches, qu'il fallait faire quelque chose, être quelqu'un. Et ces grandes dames, ces duchesses, ces vieilles comtesses aux cheveux blancs qu'on rencontrait dans son salon et qui, pour lui, étaient à 1000 lieues de tout ce qui compte tant soit peu pour elle, représentaient quelque chose. Lady Bexborough, avait-elle dit une fois, était une femme qui se tenait droite. C'était également vrai de Clarissa. Elle n'était jamais avachie, ni au propre ni au figuré. Elle était droite comme un i, voire même un peu raide. Elle disait qu'elles avaient une forme de courage, et que plus elles vieillissaient, plus elles respectaient cela chez elles. Il y avait beaucoup de Dalloway dans tout ça, naturellement. Le sens de l'intérêt général, de l'Empire britannique, de la réforme des tarifs douaniers, la mentalité des classes dirigeantes. Tout cela avait déteint sur elle, comme c'est bien souvent le cas. Alors qu'elle était 2 fois plus intelligente que lui, il fallait qu'elle voie les choses par ses yeux à lui, un des drames de la vie conjugale. Alors qu'elle pouvait très bien raisonner toute seule, elle passait son temps à citer Richard, comme s'il ne suffisait pas de lire le Morning Post pour savoir ce que pensait Richard. Ses réceptions, par exemple, c'est pour lui qu'elle les donnait, ou pour l'idée qu'elle se faisait de lui. Richard, il fallait lui rendre cette justice, aurait été bien plus heureux à cultiver ses terres dans le Norfolk. Elle faisait de son salon un lieu de rencontre. Elle avait un réel talent pour ça. Un nombre incalculable de fois, il l'avait vu prendre un jeune homme mal dégrossi, le tordre, le retourner, le secouer, et le lancer dans la vie. Naturellement, des tas de gens insipides s'agglutinaient autour d'elle. Mais parfois aussi des gens inattendus, bizarres, surgissaient. Un artiste parfois, ou bien un écrivain. Dans ce milieu, il détonnait. Et en arrière-plan, il y avait tout un réseau de visites, de cartes qu'on dépose, de prévenances et d'attentions, bouquets de fleurs, petits cadeaux. Un tel partait pour la France, il lui fallait un coussin pneumatique. Tout cela minait son énergie, toutes ces activités interminables auxquelles se consacrent les femmes de son espèce. Mais elle le faisait sans y penser, par une sorte d'instinct naturel. Bizarrement, c'était l'un des êtres les plus sceptiques qui lui était donné de connaître. Et en fait, c'est une théorie qu'il avait concoctée pour tenter de la comprendre, elle qui était par certains côtés si limpide, et par d'autres tout à fait énigmatique. Peut-être qu'elle se disait, étant donné que nous sommes une race condamnée, que nous sommes enchaînés à un navire qui fait naufrage. Quand elle était jeune, ses lectures favorites étaient Thomas Huxley et John Tyndall, qui aimaient tous deux les métaphores marines, et que tout ceci est une mauvaise plaisanterie, faisons au moins ce que nous pouvons. Allégeons les maux de nos co-prisonniers, Huxley là encore. Décorons notre cachot avec des fleurs et des coussins pneumatiques, conduisons-nous le moins mal possible. Ces bandits, les dieux, ne gagneront pas entièrement la partie. Son idée était que les dieux, qui ne perdaient pas une occasion de meurtrir, contrecarrer, gâcher les vies humaines, étaient pris à contre-pied si, malgré tout, vous vous conduisiez avec classe. Cette attitude lui était venue après la mort de Sylvia, cette horrible histoire. Voir votre propre sœur tuée par la chute d'un arbre, tout ça par la faute de Justin Perry, par sa négligence, sous vos yeux, une jeune fille qui avait la vie devant elle, et qui était la plus douée d'entre eux, comme Clarissa l'avait toujours affirmé. Il y avait là de quoi vous rendre amère. Par la suite, elle était devenue un peu moins affirmative. Elle en était venue à la conclusion que les dieux n'existaient pas. On ne pouvait en vouloir à personne. Et elle avait adopté la religion des athées, consistant à faire le bien pour l'amour du bien. Et bien sûr, elle adorait la vie. C'était dans sa nature de prendre plaisir aux choses, bien qu'elle fût, Dieu sait, pleine de réticence. Il se rendait bien compte que même au bout de toutes ces années, son portrait de Clarissa n'était qu'à l'état d'ébauche. Quoi qu'il en soit, il n'y avait en elle pas trace d'amertume, pas trace non plus de ce moralisme qui est si odieux chez les femmes de bien. Elle prenait pratiquement plaisir à tout. Si vous vous promeniez avec elle à Hyde Park, elle s'extasiait tantôt sur un massif de tulipes, tantôt sur un enfant dans son landau, tantôt sur cette
sur telle scène absurde qu'elle inventait de toutes pièces. Sans aucun doute, elle aurait adressé la parole à ce couple d'amoureux, si elle avait pensé qu'ils étaient malheureux. Elle avait un sens tout à fait aigu de la comédie humaine, mais il lui fallait des gens, toujours des gens, pour le faire ressortir, avec le résultat, inévitablement, qu'elle se dispersait, passait son temps à des déjeuners, des dîners, à donner toutes ses réceptions, à dire des bêtises, des choses qu'elle ne pensait pas, à émousser l'acuité de son esprit, à perdre son discernement. Elle était là, assise au haut bout de la table, se donnant un mal fou pour un vieux birbe qui pouvait rendre service à Dalloway. Il connaissait les pires raseurs de toute l'Europe. Ou bien Élisabeth faisait irruption, et tout devait céder devant elle. La dernière fois qu'il était revenu, Élisabeth allait au lycée. C'était une fille en plein âge ingrat, aux yeux ronds et au visage pâle, qui n'avait rien de sa mère. Elle était muette et inexpressive, placide. Elle prenait les choses comme elles venaient, laissait sa mère faire grand cas de sa présence, et finissait par dire « Je peux partir maintenant ?» comme une gosse de 4 ans. Repartant, expliquait Clarissa avec ce mélange d'amusement et de fierté que Dalloway lui-même suscitait en elle, pour aller jouer au hockey. Aujourd'hui, Elisabeth avait sans doute fait son entrée dans le monde. Elle devait considérer Peter Walsh comme une vieille barbe, se moquer des amis de sa mère. Allez, tant pis. L'avantage de vieillir, se disait-il en sortant de Regent's Park, son chapeau à la main, c'est tout simplement que les passions demeurent aussi vives qu'auparavant, mais qu'on a acquis finalement la faculté qui donne à l'existence sa saveur suprême, la faculté de prendre ses expériences et de les faire tourner lentement à la lumière. C'était terrible à dire, il remit son chapeau. Mais à son âge, 53 ans, on n'avait presque plus besoin des gens. La vie à elle seule, chaque seconde, chaque goutte de vie, l'instant présent, là, maintenant, au soleil, à Regent's Park, cela suffisait. C'était même trop. Une vie entière, c'était trop court pour en faire ressortir, maintenant qu'on en avait la faculté, la pleine saveur. Extraire la moindre once de plaisir, la moindre nuance de sens, devenu plaisir aussi bien que sens, beaucoup plus tangible que jadis, beaucoup moins personnel. Il était impossible qu'il n'en revienne jamais à souffrir comme Clarissa l'avait fait souffrir. Il lui arrivait plusieurs heures de suite, fasse Dieu qu'on puisse dire ces choses sans que personne les entende, plusieurs heures ou plusieurs jours, de ne pas penser une seule fois à Daisy. Était-il vraiment amoureux de Daisy, à se rappeler comme il avait souffert jadis, jusqu'à la torture avec une passion extraordinaire? Les choses étaient bien différentes. C'était beaucoup plus agréable. La vérité, en fait, c'est que cette fois, c'est elle qui était amoureuse de lui. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, lorsque le bateau avait pris la mer pour de bon, il avait ressenti un soulagement extraordinaire. Il ne souhaitait qu'une chose, se retrouver seul. Cela l'avait agacé de trouver toutes ces petites attentions, des cigares, des petits mots, un plaid pour la traverser dans sa cabine. Tout le monde en dirait autant, si les gens étaient honnêtes. À partir de 50 ans, on ne veut plus de partenaires. On ne veut plus continuer à dire aux femmes qu'elles sont jolies. C'est ce que diraient la plupart des hommes de 50 ans, pensait Peter Walsh, s'ils étaient honnêtes. Mais alors, ces incroyables poussées d'émotion, le fait de fondre en larmes ce matin, à quoi cela rimait-il? Qu'est-ce que Clarissa avait bien pu penser de lui? Elle avait dû le trouver idiot, et ce n'était pas la première fois. Au fond de tout cela, il y avait la jalousie qui survit à toutes les autres passions humaines, se dit Peter Walsh en tendant son couteau de poche à bout de bras. Dans sa dernière lettre, Daisy lui avait dit qu'elle avait rencontré le major Hord. Elle l'avait fait exprès, il le savait. Elle avait dit ça pour le rendre jaloux. Il croyait la voir plisser les yeux pendant qu'elle écrivait, en se demandant ce qu'elle pourrait bien mettre pour lui faire du mal. Mais ça n'y changeait rien. Il était furieux. Tout ce tintouin de venir en Angleterre pour voir des avocats, ce n'était pas pour l'épouser, c'était pour éviter qu'elle n'épouse quelqu'un d'autre. C'était cela qu'il torturait, qui lui était tombé dessus à voir Clarissa si calme, si froide, complètement absorbée par sa robe ou Dieu sait quoi, comprenant ce qu'elle aurait pu lui épargner, ce à quoi elle l'avait réduit, un vieil imbécile qui pleurniche et qui renifle. Mais les femmes, se dit-il en refermant son couteau de poche, ne savent pas ce que c'est que la passion. Elles ne savent pas ce que cela représente pour les hommes. Clarissa était un vrai glaçon. Elle restait là assise à côté de lui sur le sofa, à le laisser lui prendre la main, à lui donner un baiser. Il était arrivé au croisement. Un son l'interrompit, un son frêle, tremblotant, une voix qui s'élevait sans but, sans force, qui n'avait ni commencement ni fin, qui déroulait son fil ténu sur un mode aigu, une voix privée de toute signification humaine. Et cela donnait « so »
who sweet to him too. Une voix sans âge ni sexe. La voix d'une source ancienne qui jaillit de la terre. Juste en face de la station de métro Regent's Park, elle provenait d'une forme allongée, tremblante, comme un entonnoir, comme une pompe rouillée, comme un arbre battu par les vents et à jamais privé de feuilles qui laisserait le vent parcourir ses branches en chantant. I'm so sweet to him too. Et qui se balancerait et craquerait et gémirait dans la brise éternelle. Venue du fond des âges, de l'époque où les pavés étaient de l'herbe, où il y avait là un marécage, depuis l'époque des dents de sabre et des mammouths, l'époque des levées de soleil silencieux, cette loque humaine, c'était une femme, car elle portait une jupe, la main droite tendue, la gauche agrippée à sa jupe, depuis toujours se tenait là à chanter l'amour, l'amour qui dure depuis des millions d'années. Elle chantait l'amour vainqueur, et son amant, mort depuis des siècles, qui il y a des millions d'années, s'était promené avec elle, chantonnait-elle au joli mois de mai. Mais dans la suite des temps, long comme un jour d'été, et tout flamboyant d'astères rouges, se rappelait-elle, il était parti. La gigantesque faux de la mort avait fauché ces immenses collines, et quand elle finirait par poser sa tête blanchie et infiniment âgée sur la terre, qui ne serait plus qu'un résidu de glace, elle implorait les dieux de poser à ses côtés un bouquet de bruyères pourpres, là-haut sur son tertre funéraire que caresseraient les derniers rayons du soleil, car alors la grande parade de l'univers serait terminée. Tandis que la chanson primitive déversait son effervescence devant la station de métro Regent's Park, la terre semblait encore verte et fleurie. Bien qu'elle fût émise par une bouche grossière, un simple trou dans la terre boueux tapissé de racines fibreuses et d'herbes emmêlées, la vieille chanson effervescente, jasante, s'infiltrant entre les vieilles racines noueuses des temps immémoriaux et des squelettes et des trésors, se déversait en ruisselets qui s'écoulaient sur le trottoir et tout au long de Marylebone Road, descendaient vers Euston, fertilisant le sol, laissant sur leur passage une empreinte humide. Se rappelant encore comment, en quelque immémorial mois de mai, elle s'était promenée avec son amant cette pompe rouillée, cette loque humaine, une main tendue en quête d'obole, l'autre agrippée à sa jupe, serait encore là dans 10 millions d'années, se rappelant comment elle s'était promenée au joli mois de mai, en un lieu maintenant envahi par la mer, avec qui, peu importe, c'était un homme, pour cela oui, un homme qu'il aimait. Mais le passage du temps avait brouillé la clarté de ce joli mai-là. Les fleurs aux pétales éclatants étaient blanchies de givre argenté. Et elle ne voyait plus, lorsqu'elle l'implorait. Comme elle le faisait là, c'était clair. Regarde-moi dans les yeux avec ardeur de tes doux yeux. Elle ne voyait plus ses yeux bruns, sa moustache noire, ni son visage hâlé, mais seulement une forme vague, l'ombre d'une forme, à qui, avec la fraîcheur pépiante des personnes très âgées, elle gazouillait encore. Donne-moi ta main, laisse-moi la serrer doucement. Peter Walsh ne put s'empêcher de glisser la pièce à la pauvre créature au moment de monter dans son taxi. Et si quelqu'un nous surprend, qu'importe. De sa main serrée, elle agrippait sa jupe, et elle sourit en empochant son shilling, et tous les yeux indiscrets qui la dévisageaient semblaient ne plus exister, et les générations se succédant, le trottoir était bondé de bourgeois pressés, disparaissaient comme des feuilles, faites pour être piétinées, trempées, macérées et transformées en humus par cet éternel printemps. I'm so sweet to him so. Pauvre vieille, dit Redzia Warren Smith. Ô pauvre créature, dit-elle, en attendant de traverser. Supposons qu'il pleuve cette nuit. Supposons qu'on ait son père, ou quelqu'un qui vous aurait connu dans des jours meilleurs qui passe par là, et qui vous voit debout au milieu de la rue. Où dormait-elle, la nuit? Avec entrain, presque avec gaieté, l'invincible fil de son s'élevait en spirale comme les volutes de fumée s'échappant de la cheminée d'une chaumière, allant s'enrouler autour des hêtres lisses pour former une houppe de fumée bleue tout en haut du feuillage. Et si quelqu'un nous surprend, qu'importe. Depuis qu'elle était si malheureuse, c'est-à-dire depuis maintenant des semaines et des semaines, Redzia donnait une signification à tout ce qui se passait, avait presque l'impulsion parfois d'arrêter les gens dans la rue, pour peu qu'ils aient l'air gentils et sympathiques, rien que pour leur dire « Je suis malheureuse ». Et cette vieille femme dans la rue qui chantait « Et si quelqu'un nous surprend, qu'importe », lui donna soudain la certitude que tout allait s'arranger. Ils allaient voir Sir William Bradshaw,
Le nom lui inspirait confiance. Il allait guérir Septimus en un rien de temps. Elle vit passer la carriole d'un brasseur. Les chevaux gris avaient des brins de paille hérissés dans la queue. Il y avait des journaux affichés. C'était un rêve stupide, stupide que d'être malheureuse. Ils traversèrent donc, Monsieur et Mrs. Septimus Warren Smith, et y avait-il après tout quelque chose de nature à attirer l'attention sur eux? Quelque chose qui puisse faire soupçonner à un passant qu'il y avait là un jeune homme qui portait en lui le plus grand message du monde, et qui était de surcroît l'homme le plus heureux du monde et le plus malheureux? Peut-être qu'il marchait plus lentement que les autres, et qu'il y avait quelque chose d'hésitant, d'un peu traînant dans la démarche de l'homme. Mais quoi de plus naturel pour un employé de bureau, à qui il n'est pas arrivé de se trouver dans le West End à cette heure-là de la journée depuis des années, que de regarder le ciel, de regarder ceci, puis cela, comme si Portland Place était un salon où il se serait introduit en l'absence de la famille, avec les lustres enfermés dans des housses de toile de lin. Et la concierge, soulevant un coin des longs stores et faisant entrer de longues raies de lumière poussiéreuse sur les fauteuils abandonnés, à l'allure bizarre, explique aux visiteurs que c'est un endroit magnifique. Magnifique, mais en même temps, se dit-il, assez étrange. Et je vais m'arrêter là pour la deuxième partie de lecture de ce soir, les amis. Nous passons à la dernière pause. J'ai la voix vraiment qui part en couille. Je suis désolé, j'espère que ça n'entrave pas trop la fluidité de ma lecture et que ça la rend pas trop désagréable. Mais c'est vrai que ce soir, je sens pas mal passer la maladie qui me terrasse depuis des jours et des jours, ainsi que le fait peut-être que j'ai un peu trop forcé sur mes cordes vocales ces derniers jours en chantant, je sais pas trop. En fait, je pense que j'étais pas tout à fait remis et que du coup d'avoir chanté, ça en a remis une couche plus tôt. En tout cas, bref, peu importe les explications, c'est peut-être aussi l'air qui est vachement plus sec, étant donné que il commence à faire des températures bien froides quand même ces temps-ci, non? Donc du coup, je suis obligé de remettre les radiateurs, du coup ça assèche l'air, et du coup pour les lectures c'est l'enfer. Parce que là je sens à donf que mes lèvres et ma gorge, etc. sont secs, sèches. Donc ouais, c'est hyper désagréable pour moi, mais bon bref. En tout cas, je suis pas dans les conditions optimales de lecture, mais j'espère que ça reste quand même agréable à écouter et compréhensible. Sympathique toujours ces passages. J'avoue que par rapport aux deux fois précédentes, c'est peut-être encore une fois parce que je suis en petite forme physique, je sais pas. Mais j'ai l'impression quand même de moins apprécier. Ça reste très sympathique, ça reste encore à mon goût, mais je suis moins subjugué que les fois passées. Il y a peut-être aussi la surprise qui est passée, quoi. Maintenant, je commence un peu à comprendre comment fonctionne le style de Virginia Woolf, en tout cas sur cette œuvre. Donc voilà, je commence à comprendre comment s'articule et comment fonctionne, pardon, ce narrateur, euh, ce narrateur un petit peu changeant, euh, un petit peu flottant. Et du coup, voilà, peut-être que je m'en lasse un petit peu, je sais pas trop. Je ne saurais pas trop dire, c'est peut-être juste le mood du jour. Mais ça reste très sympa. Juste, voilà, je pense que je vais avoir le problème à terme que je donnais dans un live précédent, à savoir la peur qu'un texte qui ne parle de rien de précis, entre guillemets, enfin, qui n'a pas l'air de faire avancer une histoire, entre guillemets, puisse me lasser sur un trop long laps de temps. Donc voilà, j'ai cette petite peur-là quand même. On va voir comment ça se goupille et comment ça se poursuit. Mais bon, on a toujours des allusions à Mrs. Dalloway, mais c'est vraiment très très rare quand même. Et, euh, et en soi, au final, on fait vraiment que passer de personnage en personnage et raconter leur vie. C'est un, ou en tout cas des bribes de leur vie. C'est un style et c'est un truc plutôt agréable, etc. Mais j'ai peur que ça ne me passionne pas suffisamment
pour me tenir toute l'œuvre durant. Voilà, voilà. En tout cas, pour me tenir un aussi haut point de plaisir que les fois passées. Et du coup, merci petite Sab de me rassurer sur ma lecture. Euh, et oui, on pourrait croire à la voix de Giscard d'Estaing. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est bien, ouais, mais au moins c'est bien. C'est-à-dire que je l'ai bien fait, étant donné qu'il fallait pas qu'on sache si ça pouvait être une voix féminine ou masculine, puisqu'on nous a dit sans âge et sans sexe. Donc voilà, j'ai réussi à bien le faire, parfait. Mais ouais, c'était sympathique encore une fois, mais je sais pas. On continue à raconter la life de Peter Walsh. On a un petit retour là sur. D'ailleurs, on nous a dit son prénom. C'est Redzia, je crois, ouais, c'est ça. On a un petit retour sur Redzia, etc. Donc, Lucrezia. Ouais, c'est plutôt son surnom, j'imagine, du coup. Enfin, bref. Mais, ouais, je sais pas. C'est des personnages qui me sont sympathiques. Et ça m'intéresse de les suivre jusqu'à un certain point. Là, je commence à peut-être en attendre un peu davantage, entre guillemets. Je commence peut-être à attendre qu'il y ait un développement d'histoire, quoi. Je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. Après, ils ont des histoires très intéressantes et très émouvantes, encore une fois, mais j'aimerais bien peut-être qu'elles soient plus développées. Parce que là, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup d'allers-retours. C'est peut-être ça aussi. Et j'ai l'impression que dans la lecture du soir, on fait beaucoup d'allers-retours de personnage en personnage et de pensée en pensée, et que la pensée se fixe peut-être un peu moins sur un sujet précis, et du coup va moins l'explorer, va moins en détail dans ces sujets. Parce que voilà, il y a des sujets vachement intéressants, vachement émouvants, vachement prenants. Euh, voilà, l'histoire de Septimus et de Redia, elle est vraiment pas simple et il y a des tas de thèmes abordés qui sont durs et profonds. Donc ça pourrait être vachement intéressant s'ils étaient peut-être plus développés, je trouve. Mais ça sera peut-être le cas dans la suite du texte, je sais pas. Euh, Après, il y a toujours de ci, de là, notamment dans l'histoire de Peter Walsh, des petites réflexions presque, je vais pas dire de morale, mais en tout cas, voilà, des espèces d'analyse psychologique de personnages et ainsi de suite. Et même, je dirais, entre guillemets, du genre humain. Mais en même temps, vu que le narrateur a quand même une voix qui se transforme constamment, mais on reconnaît qu'elle a une voix qui s'approche souvent de la voix du personnage au final, qu'elle est en train de décrire, eh bien, on peut se dire aussi que c'est un petit peu biaisé, je sais pas trop. Enfin bon, bref, je suis hyper flou. C'est hyper dur de parler de ce texte, hein. Je m'en rends compte vraiment sur les 3 lives que j'ai fait. C'est très dur de parler de ce texte parce qu'il y a tellement de choses euh, abstraites dont il est question. C'est vraiment pas facile. Mais ouais, il y a toujours ces petites, je vais dire ces petites, comment dire, ces petites analyses où la narration essaie de donner des phrases un peu généralistes sur les hommes, les femmes, les êtres humains, comment on se comporte, les types de personnes qui existent, les comportements qui existent, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment de l'étude de personnalité, de comportement, etc. C'est intéressant. C'est très intéressant, je trouve, mais c'est très particulier aussi. Et j'aimerais bien qu'on aille un peu plus dans le détail. Justement, j'aimerais bien que ça aille plus vers ça. Plus vers ça et plus détaillé, peut-être. Alors, le nom d'Holloway me dit quelque chose. Le nom était-il dans un autre roman que tu as lu? Ça ne me dit rien là comme ça, c'est possible, mais ça ne me dit rien. Peut-être. Je ne sais pas trop. Je sais que ça m'a fait rire parce que le hasard a voulu que j'enchaîne la lecture de Mrs. Dalloway et de La Guerre des Mondes et que les deux ont lieu dans un Londres, enfin dans une Angleterre, j'ai envie de dire, d'une autre époque, mais, euh, mais en même temps pas si lointaine que ça. Donc c'est marrant parce qu'il y a quand même il y a quand même des noms propres qui reviennent et même des sonorités qui reviennent forcément. On est sur ces sonorités un petit peu britanniques. Donc ouais, c'est le hasard complet, mais c'est marrant.
Maintenant, du coup, j'ai envie d'un peu d'exotisme, parce que j'aime pas trop enchaîner des choses enfin, qui se ressemblent trop. Donc maintenant, j'ai un peu envie d'exotisme, et je ne sais pas encore quelle lecture je ferai après Mrs. Dalloway. Si vous avez des choses à suggérer, c'est le moment, parce que j'ai pas encore, je me suis pas encore fourni les livres. Donc si vous avez des choses à suggérer, vous avez encore le temps. Enfin non, vous avez plus beaucoup le temps d'ailleurs, mais c'est le bon moment quoi. Et ouais, j'aimerais bien, je sais pas encore sur quoi je vais me pencher, mais j'aimerais bien faire quelque chose de vraiment radicalement différent. Peut-être même pourquoi pas ne pas faire un roman, mais peut-être des nouvelles ou de la poésie, quoique je sais pas. À voir, je sais pas trop. De l'horreur, des contes interdits, nous dit Petite Sab. Ah, faudrait que je trouve, mais c'est vrai qu'en soi, j'ai fait assez peu d'horreur. Alors, j'ai fait pas mal de littérature gothique, mais je sais pas s'il y a de la littérature ancienne qui était très très horrifique, très très. Parce que pour beaucoup de gens, horrifique aujourd'hui, c'est assez synonyme de hardcore, de gore et ainsi de suite. Ce que je ne préfère pas forcément. Moi, je préfère l'horreur dans sa dimension psychologique, on va dire. Je sais pas trop à quel point on pourrait trouver des textes d'horreur qui sont dans le domaine public et donc qui datent de pas mal de temps quand même. Euh, Faudrait que je me renseigne. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Bien. J'ai l'impression vraiment de manquer de respiration ce soir, c'est terrible. Bien, bien, bien. On va se lancer dans la suite de l'œuvre, les amis, sans plus tarder. Ça sera la dernière partie de lecture de ce soir. Je vous rappelle que là, dans le texte, il n'y avait aucune découpe naturelle. On est juste passé à un paragraphe suivant. Qu'on s'était arrêté sur magnifique, mais en même temps, se dit-il, assez étrange. Ça va pas vous aider du tout ça va pas du tout vous aider à à recoller le texte, mais c'est pas grave. Euh, et que pour le coup, c'est la dernière partie de lecture de ce soir qui s'arrêtera, celle-ci, sur un saut de ligne, donc une vraie découpe ou structure, on va dire, pensée par Virginia Woolf. Allez, trêve de bavardage, j'y go. Bonne écoute à toi, petite Sam. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat sur Twitch, à tous ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques petites minutes pour l'outro de ce live. Mrs. Dalloway, suite. À le regarder, il avait l'allure d'un employé de bureau, mais pas n'importe lequel, car il portait des souliers jaunes. Il avait des mains fines, et son profil était également distingué, un profil anguleux, intelligent, sensible, avec un grand nez. Les lèvres étaient plutôt communes, car elles étaient molles, et les yeux, comme souvent, étaient simplement des yeux, grands, noisettes, si bien qu'il était plus ou moins entre deux eaux, pas tout à fait ceci, ni tout à fait cela. Il pourrait finir par avoir une maison à Purley, et une automobile, comme il pourrait continuer toute sa vie à louer des meublés dans des quartiers pauvres. Un de ces semi-autodidactes qui ont tout appris dans des livres empruntés aux bibliothèques municipales, qu'ils ont lus le soir après leur travail, en suivant les recommandations d'auteurs connus consultés par courrier. Quant aux autres expériences, les expériences solitaires, que les gens vivent chacun pour soi, dans leur chambre, dans leur bureau, en se promenant dans les champs ou dans les rues de Londres, il les avait tues. Il était parti de chez lui, tout jeune encore, à cause de sa mère. Elle mentait, parce qu'il était descendu goûter pour la 50e fois sans se laver les mains, parce qu'il ne pensait pas qu'il y avait un avenir à Stroud pour un poète. Et donc, prenant sa petite sœur pour confidente, il était parti pour Londres en laissant un mot idiot, comme en écrivent les grands hommes, et dont le monde prend connaissance par la suite quand l'histoire de leur lutte est devenue célèbre. Londres a englouti des millions de jeunes hommes du nom de Smith, et n'a pas fait grand cas de prénoms originaux tels que Septimus, par lesquels les parents ont cherché à les distinguer. Logeant derrière Euston Road, il avait eu des expériences, et d'autres encore, telles que le changement d'un visage rose, innocent, arrondi, en un visage maigre, contracté, hostile, en l'espace de 2 ans. Mais de tout cela,
qu'aurait pu dire le plus attentif des amis, à part ce que dit un jardinier lorsqu'il ouvre la porte de la serre et qu'il trouve que sa plante a fleuri? Elle a fleuri. Fleuri par vanité, par ambition, idéalisme, passion, solitude, courage, paresse, les semences habituelles qui, par leur mélange dans un logement derrière Euston Road, avaient fait de lui quelqu'un de timide, de bégayant, qui voulait s'élever dans le monde et qui était tombé amoureux de Miss Isabelle Paul, qui donnait des cours sur Shakespeare à Waterloo Road. Ne ressemblait-il pas à Keats, lui avait-elle demandé, et elle s'était dit qu'elle pourrait l'initier à Antoine et Cléopâtre, tout cela. Elle lui avait prêté des livres, elle lui avait écrit des petits mots, et elle avait fait jaillir en lui une flamme comme on n'en connaît qu'une fois dans une vie, une flamme sans chaleur, qui éclairait Miss Paul d'une lumière mordorée, infiniment éthérée, spirituelle, Antoine et Cléopâtre, et puis Waterloo Road. Il la trouvait splendide, il la croyait d'une sagesse infaillible. Il rêvait d'elle, lui écrivait des poèmes qu'elle corrigeait à l'encre rouge sans savoir qui en était l'objet. Il la vit, par un soir d'été, se promener en robe verte dans un square. Elle a fleuri. Aurait pu dire le jardinier s'il avait ouvert la porte, s'il était entré, disons, un soir de cette époque dans sa chambre, et qu'il l'ait trouvée occupée à écrire, à déchirer ce qu'il avait écrit, à terminer un chef-d'œuvre à 3 heures du matin, à courir les rues, à visiter les églises, à jeûner un jour, boire le lendemain, à dévorer Shakespeare, Darwin, l'histoire de la civilisation et Bernard Shaw. Il y avait quelque chose. Mr. Brewer le savait. Mr. Brewer, chef de bureau chez Sibley et Arrowsmith, commissaires-priseurs, courtiers et agents immobiliers. Il y avait quelque chose, se disait-il, et comme il était paternel avec ses jeunes employés, et qu'il pensait le plus grand bien des capacités de Smith, qu'il prophétisait que d'ici 10 ou 15 ans, celui-ci lui succéderait dans le fauteuil de cuir du bureau du fond, sous le vasistas, au milieu des classeurs remplis d'actes notariés. C'est le garde la forme, disait Mr. Brewer, car c'était là le danger. C'était une petite nature. Bref, il lui recommandait le football, l'invitait à dîner, et envisageait de réclamer pour lui une hausse de salaire lorsqu'il se produisit quelque chose qui vint bousculer la plupart des prévisions de Mr. Brewer, lui enleva ses meilleurs employés, et finit, tant étaient insidieusement fureteurs les doigts de la guerre européenne, par briser un buste de Cérès en plâtre, creuser un trou dans les massifs de géranium, et faire craquer les nerfs de la cuisinière dans sa maison de Muswell Hill. Septimus fut l'un des premiers à se porter volontaire. Il partit pour la France afin de sauver une Angleterre qui, pour lui, se composait essentiellement des pièces de Shakespeare et de Miss Isabelle Paul, en robe verte se promenant dans un square. Là, dans les tranchées, le changement qu'avait préconisé Mr. Brewer en recommandant le football se produisit sur le champ. Il se développa physiquement. Il fut promu. Il attira l'attention et même l'affection de son officier, Evans. On aurait dit 2 chiens qui jouent sur un tapis devant la cheminée, l'un qui joue avec un cornet de papier, qui gronde, qui jappe, qui mordit de temps en temps l'oreille du vieux chien, l'autre qui reste allongé là, somnolent, clignant devant le feu, levant une patte, se retournant et grognant avec bonne humeur. Il fallait tout le temps qu'ils soient ensemble, qu'ils partagent les choses, qu'ils se battent, qu'ils se disputent. Mais lorsque Evans, Redzia, qui ne l'avait vu qu'une fois, l'avait appelé un type pas bavard, un gaillard aux cheveux roux peu démonstratif en compagnie des femmes, lorsque Evans fut tué, juste avant l'armistice en Italie, Septimus, loin de manifester de l'émotion, ou de reconnaître que cela mettait fin à une amitié, se félicita de réagir si modérément, si raisonnablement. La guerre lui avait servi de leçon. C'était sublime. Il était passé au travers de tout le grand jeu, l'amitié, la guerre européenne, la mort. Il avait gagné du galon. Il n'avait pas encore 30 ans, et son destin était de survivre. Ce en quoi il avait raison. Les derniers obus l'épargnèrent. Il les regarda exploser avec indifférence. Lorsque survint la paix, il était à Milan, cantonné dans la maison d'un aubergiste où il y avait un jardin, des fleurs dans des bacs, des petites tables installées dehors, les filles de la maison qui faisaient des chapeaux. Et avec Lucrezia, la plus jeune des filles, il se fiança un soir où il avait été saisi d'épouvante, peut-être qu'il n'était plus capable de ressentir quoi que ce soit. Car maintenant que tout était terminé, l'armistice signé, les morts enterrés, il avait, surtout le soir, de foudroyants accès de panique. Il ne ressentait rien. Quand il ouvrait la porte de la pièce où les jeunes italiennes étaient installées à faire des chapeaux, il les voyait, il les entendait. Elle passait du laiton au milieu de perles de couleur dans des soucoupes.
Elle modelait de 36 façons des formes de sparterie. La table était jonchée de plumes, de paillettes, de soie, de rubans. Des ciseaux cognaient contre la table, mais quelque chose lui échappait. Il ne ressentait rien. Bon, les ciseaux qui cognaient, les jeunes filles qui riaient, les chapeaux qu'on faisait, tout cela le protégeait. Il était assuré d'avoir un abri, il avait un refuge. Mais il ne pouvait pas passer la nuit là. Il y avait le moment où il se réveillait le matin. Le lit tombait, lui aussi tombait. Ah, où étaient les ciseaux et la lampe, et les formes de sparterie? Il demanda à Lucrezia de l'épouser, la plus jeune des deux, celle qui était gaie, frivole, avec des petites doigts de fée qu'elle levait devant elle en disant « C'est eux qui font tout ». La soie, les plumes, ils rendaient tout cela vivant. « C'est surtout le chapeau qui compte », disait-elle lorsqu'ils sortaient ensemble. Dès qu'elle voyait passer un chapeau, elle l'examinait, et aussi le manteau et la robe, et le maintien de la femme. Qu'une femme soit mal habillée ou trop habillée, elle condamnait le fait, pas avec férocité, mais simplement d'un mouvement impatient de la main, comme un peintre qui repousserait d'un geste une contrefaçon criante dans sa naïveté. Puis, avec générosité, mais sans se départir de son sens critique, elle saluait de son approbation une petite vendeuse qui avait de l'allure dans sa petite robe à 3 sous, ou bien appréciait avec enthousiasme et une compétence toute professionnelle une dame française qui descendait de sa voiture avec chinchilla, robe du soir et collier de perles. « Magnifique !» murmurait-elle, en donnant un petit coup de coude à Septimus pour qu'il regarde. Mais la beauté était derrière une vitre. Même ce qu'il goûtait, Redzia aimait les glaces, les chocolats, les sucreries, était pour lui insipide. Il reposait sa tasse sur le petit guéridon de marbre. Il regardait les gens dehors. Ils avaient l'air heureux, à se rassembler au milieu de la rue, à crier, à rire, à criailler pour des riens. Mais il ne goûtait rien, il ne ressentait rien. Dans le salon de thé, au milieu des tables et des serveurs jacassants, la panique le saisissait. Il ne ressentait rien. Raisonner, cela il le pouvait. Il pouvait lire, Dante par exemple, sans difficulté. Septimus, sois gentil, pose ton livre, disait Redzia, en refermant doucement l'enfer. Il arrivait à compter son addition. Son cerveau était intact. Ce devait par conséquent être la faute du monde s'il ne ressentait rien. Les Anglais sont d'un taciturne, disait Redzia. Elle disait qu'elle aimait bien ça. Elle les respectait, ces Anglais, et elle voulait voir Londres, et les chevaux anglais, et les costumes faits chez le tailleur, et elle se rappelait avoir entendu dire qu'il y avait des boutiques fantastiques par une de ses tantes qui s'était mariée et habitait Soho. Il était bien possible, se disait Septimus, en regardant l'Angleterre par la fenêtre de son compartiment, lorsqu'ils repartirent de New Haven, il était bien possible que le monde lui-même soit dépourvu de toute signification. Au bureau, on le promut à un poste de haute responsabilité. On était fiers de lui. Il avait gagné des croix. « Vous avez fait votre devoir, c'est à nous maintenant » commença Mr. Brewer, qui ne put poursuivre, tout à son émotion délectable. Ils s'installèrent dans un bel appartement derrière Tottenham Court Road. Là, il ouvrit à nouveau Shakespeare. L'ivresse du langage qu'il avait connu jeune homme, Antoine et Cléopâtre, avait diminué comme une peau de chagrin. Comme l'humanité le dégoûtait, ce Shakespeare, le fait de s'habiller, de faire des enfants, le côté sordide de la bouche et du ventre. C'était pour Septimus une révélation, le message caché sous la beauté des mots, le signal secret qu'une génération transmet, sous déguisement à la suivante. C'est le dégoût, la haine, le désespoir. Dante, même chose. Échille, en traduction, même chose. Redzia était assise à la table, à garnir des chapeaux. Elle garnissait des chapeaux pour les amis de Mrs. Filmer. Elle passait ses journées à garnir des chapeaux. Elle était pâle, mystérieuse, comme un lys, noyée, submergée, se disait-il. Les Anglais sont d'un sérieux, disait-elle, en entourant Septimus de ses bras, posant sa joue contre la sienne. L'amour entre un homme et une femme, cela dégoûtait Shakespeare. Toute cette besogne de la copulation, il avait au bout d'un moment trouvé cela répugnant. Mais Redzia disait qu'elle voulait des enfants. Ils étaient mariés depuis 5 ans. Ils allèrent ensemble à la Tour de Londres, au Victoria and Albert Museum. Ils se tinrent au milieu de la foule pour voir le roi ouvrir le Parlement, et puis il y avait les boutiques de modistes, de robes, les boutiques avec des sacs de cuir en vitrine, qu'elle restait à regarder. Mais elle voulait à tout prix un garçon. Elle voulait un fils, comme Septimus, disait-elle. Mais personne ne serait jamais comme Septimus, si gentil, si sérieux, si intelligent.
Est-ce qu'elle ne pourrait pas lire Shakespeare, elle aussi? Est-ce que Shakespeare était un auteur difficile? On ne peut pas mettre des enfants au monde dans un monde tel que celui-ci. On ne peut pas perpétuer la souffrance, contribuer à la reproduction de ces animaux libidineux qui n'ont pas d'émotions durables, rien que des caprices et des vanités qui les font dériver tantôt par-ci, tantôt par-là. Il la regardait tailler, façonner, comme on regarde un oiseau sautiller, volter dans l'herbe sans oser lever le petit doigt. Car la vérité, Dieu fasse qu'elle ne l'apprenne jamais, c'est que les êtres humains n'ont ni bonté, ni foi, ni charité, à part ce qui peut servir à accroître leur plaisir du moment. Ils chassent en bande. Leurs bandes sillonnent le désert et disparaissent en hurlant au fin fond de l'univers. Ils abandonnent ceux qui tombent. Ils portent des masques grimaçants. Prenez Brewer, au bureau, avec sa moustache cirée, son épingle de cravate en corail, son plastron blanc et ses émotions délectables. À l'intérieur, il n'était que froideur moite, avec ses géraniums bousillés pendant la guerre, les nerfs de sa cuisinière détraqués, ou bien encore Amélia comment déjà? Distribuant des tasses de thé à 5 heures pile. Une petite chipie ricanante, perverse, obscène, et les Tom et les Bertie, avec leurs chemises amidonnées, qui sointaient le vice à grosses gouttes. Il ne l'avait jamais vu les dessiner tout nus en plein zébat, dans son calepin. Dans la rue, les camions passaient près de lui en vrombissant. La brutalité s'étalait dans les gros titres des journaux. Des hommes étaient bloqués dans des mines, des femmes brûlées vives. Et un jour, à Tottenham Court Road, il avait vu une procession de fous à qui on faisait faire une sortie, ou qu'on voulait montrer à la populace pour sa distraction, et les gens s'esclaffaient, qui avaient paradé et hoché la tête et fait des grimaces en passant devant lui, chacun exhibant son triste état avec à la fois l'air de s'excuser et un air de triomphe. Allait-il devenir fou lui aussi? À l'heure du thé, Redzia lui annonça que la fille de Mrs. Filmer attendait un bébé. Et elle ne pouvait pas vieillir sans avoir d'enfant. Elle était très seule, elle était très malheureuse. Elle pleura pour la première fois depuis leur mariage. Loin, de très loin, il l'entendit sangloter. Il l'entendait nettement, il distinguait bien les sons. Cela ressemblait au bruit cadencé d'un piston. Mais il ne ressentait rien. Sa femme pleurait, et il ne ressentait rien. Simplement, à chaque sanglot profond, muet, désolé, lui s'enfonçait un peu plus dans le puits de mine. Pour finir, avec un geste mélodramatique qu'il accomplit mécaniquement, et avec la pleine conscience de son manque de sincérité, il laissa tomber sa tête dans ses mains. Voilà, il s'avouait vaincu. Il fallait maintenant que les gens le prennent en charge. Il fallait aller chercher quelqu'un. Il capitulait. Rien ne parvenait à le sortir de là. Redzia le mit au lit. Elle fit venir un docteur, le docteur Holmes, de Mrs. Filmer. Le docteur Holmes l'examina. Il n'avait rien du tout, dit le docteur Holmes. Oh, quel soulagement! Quel excellent homme, tant de bonté, se dit Redzia. Quand lui-même se sentait comme ça, il allait au music-hall, dit le docteur Holmes. Il prenait un jour de congé avec sa femme et jouait au golf. Pourquoi ne pas essayer 2 tablettes de bromure dans un verre d'eau le soir au coucher? Ces vieilles maisons de Bloomsbury, dit le docteur Holmes en tapotant le mur, ont souvent de magnifiques lambris que les propriétaires ont eu la sottise de recouvrir de papier peint. Pas plus tard que l'autre jour, en rendant visite à un patient, sœur un tel de machin chouette, à Bedford Square. Ainsi donc, il n'y avait aucune excuse. Il était en parfaite santé, à part le péché pour lequel il était condamné à mort par la nature humaine, le fait de ne rien ressentir. Quand Evans s'était fait tuer, ça ne lui avait fait aucun effet. Ça, c'était le pire. Mais tous ces autres crimes relevaient la tête, secouaient un doigt vindicatif au-dessus du pied de son lit, au petit matin, et ricanaient, et se moquaient du corps prostré qui gisait là, conscient de sa déchéance, d'avoir épousé sa femme sans l'aimer, de lui avoir menti, de l'avoir séduite, d'avoir mis dans tous ses états Miss Isabelle Paul, et d'être si grêlé, et marqué par le vice que les femmes frissonnaient quand elles le voyaient dans la rue. Sur un tel misérable, le verdict de la nature humaine était la mort. Le docteur Holmes revint. Imposant, le teint animé, bel homme, époussetant d'une pichenette un grain de poussière sur ses bottines, se regardant dans la glace, il balaya tout cela. Les migraines, les insomnies, les angoisses, les mauvais rêves, des symptômes nerveux, et voilà tout, dit-il.
Si le docteur Holmes s'apercevait qu'il manquait ne fût-ce qu'une demi-livre à ses 73 kilos, il demandait à sa femme de lui redonner une assiette de porridge au petit déjeuner. Redia apprendrait à faire le porridge. Mais, poursuivait-il, la santé est dans une grande mesure entre nos mains. Passionnez-vous pour des choses, trouvez-vous un passe-temps. Il ouvrit Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, mit Shakespeare à l'écart. Un passe-temps, dit le docteur Holmes, et ne devait-il pas lui-même son excellente santé, lui qui travaillait aussi dur que n'importe qui sur la place de Londres, au fait qu'il pouvait toujours reporter son attention de ses malades aux meubles anciens? Et s'il pouvait se permettre, voilà un bien joli peigne que portait Mrs. Warren Smith. Quand ce guignol revint, Septimus refusa de le voir. Vraiment, dit le docteur Holmes avec un sourire aimable, et il dut en s'excusant donner à cette charmante petite Mrs. Smith une petite bourrade amicale afin de pouvoir pénétrer dans la chambre de son mari. Alors, on a la frousse dit-il aimablement, en s'asseyant au chevet de son malade. Alors comme ça, on avait dit à sa femme qu'on allait se tuer. Quelqu'un de très bien, sa femme, une étrangère, n'est-ce pas? Est-ce que ça n'allait pas lui donner une très mauvaise opinion des maris anglais? Est-ce qu'on n'a pas des devoirs, voyons, envers sa femme? Plutôt que de rester au lit, ne vaudrait-il pas mieux faire quelque chose? Car il avait 40 ans d'expérience, et Septimus pouvait croire le docteur Holmes sur parole. Il était en parfaite santé. La prochaine fois qu'il viendrait le voir, le docteur Holmes espérait bien trouver Smith sur pied, ayant cessé de donner du souci à sa charmante petite épouse. Bref, la nature humaine était à ses trousses, cette bête immonde au mufle injecté de sang. Holmes était à ses troupes. Holmes était à ses trousses. Le docteur Holmes venait régulièrement tous les jours. Dès que vous trébuchez, griffonna Septimus au dos d'une carte postale, la nature humaine est à vos trousses. Holmes est à vos trousses. Leur seul espoir, c'était de se sauver, sans que Holmes le sache. En Italie, n'importe où, pour échapper au docteur Holmes. Mais Redzia n'arrivait pas à le comprendre. Le docteur Holmes était un homme d'une si grande bonté. Il s'intéressait de très près à Septimus. Il ne voulait qu'une chose, c'était leur rendre service, avait-il dit. Il avait 4 jeunes enfants, et il l'avait invité à venir prendre le thé, avait-elle dit à Septimus. Donc, on l'abandonnait. La terre entière clamait « Tue-toi, tue-toi, pour l'amour de nous !» Mais pourquoi donc se tuer pour l'amour d'eux? Il avait de l'appétit, le soleil avait une bonne chaleur, et puis se tuer, comment est-ce qu'on s'y prend? Avec un couteau de table, en faisant plein de saleté, en mettant du sang partout, en aspirant un tuyau à gaz? Il était trop faible. Il pouvait à peine lever la main. De plus, maintenant qu'il était tout seul, condamné, abandonné, il y avait là une forme de délectation, un admirable isolement, une liberté que ne connaîtront jamais les enchaînés. Holmes avait gagné, bien sûr. La bête au mufle sanglant avait gagné. Mais Holmes lui-même ne pouvait pas atteindre cette ultime épave égarée aux confins de l'univers, ce hors-la-loi qui contemplait de loin les régions habitées, qui, tel un marin noyé, gisait sur les rivages de l'univers. C'est à ce moment-là, Redzia était sorti faire des courses, qu'eut lieu la grande révélation. Une voix lui parla de derrière le paravent. C'était Evans qui parlait. Les morts étaient avec lui. « Evans, Evans !» s'écria-t-il. Mr. Smith se parle tout seul, cria Agnès la petite bonne à Mrs. Filmer dans la cuisine. Au moment où elle apportait le plateau, il avait dit « Evans, Evans ». Elle avait sursauté « Dame » et elle était redescendue à toute vitesse. Heredia entra avec ses fleurs et traversa la chambre et mit les roses dans un vase sur lequel le soleil donnait directement, et la lumière se mit à danser en riant dans toute la pièce. Elle avait dû acheter les roses, dit Heredia, à un pauvre type dans la rue. Mais elles étaient déjà presque mortes, dit-elle en arrangeant les roses. Donc il y avait un homme dehors. Evans, très probablement. Et les roses dont Heredia disait qu'elles étaient à moitié mortes, il les avait cueillies dans les champs de graisse. La communication, c'est la santé. La communication, c'est le bonheur. La communication, marmonna-t-il. Qu'est-ce que tu racontes, Septimus? Demanda Heredia, terrorisée, car il se parlait tout seul. Elle envoya Agnès chercher le docteur Holmes à toutes jambes. Son mari, dit-elle, était fou. Il la reconnaissait à peine. « Sale bête! Sale bête !» cria Septimus,
lorsqu'il vit la nature humaine, c'est-à-dire le docteur Holmes, entrer dans la chambre. Voyons, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Dit le docteur Holmes le plus gentiment du monde. On dit des bêtises pour faire peur à sa femme? Mais il allait lui donner quelque chose pour le faire dormir. Et s'il avait de l'argent, dit le docteur Holmes en regardant ironiquement autour de lui, mais certainement qu'ils aillent à Harley Street. S'il n'avait pas confiance en lui, dit-il, l'air un peu moins gentil. Et ça sera la fin de la lecture de ce soir, les amis. Nous allons donc nous arrêter là, directement. Je suis perdu dans ma tête, je suis vraiment pas en forme ce soir. Bref, nous passons à l'outro de ce live. Je suis vraiment en petite forme ce soir, j'ai du mal là, j'ai du mal à être focus, j'ai du mal à être concentré et la lecture à voix haute demande beaucoup de concentration quand même. Donc ouais, là j'ai du mal avec l'exercice, j'ai même l'impression d'être un peu fatigué, ce qui est très très étonnant pour moi, parce qu'en général sur les lives de lecture tout va bien quoi. Mais là je me sens fatigué, genre presque envie de dormir entre guillemets quoi. Donc voilà, bref. J'espère que encore une fois ça s'est bien passé pour vous l'écoute, que ça a été agréable. Et j'essaierai de revenir plus en forme pour vendredi. Puisque je vous le rappelle, vendredi à 21h, on poursuivra cette lecture. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. Alors, qu'est-ce que tu nous disais, petite Sab? Jack l'Éventreur, c'est plutôt policier à cause de l'enquête dans le même genre que Agatha Christie, ou c'est plutôt horreur parce que les meurtres sont peut-être un peu gore? Euh... J'allais dire, il y a un bouquin sur Jack l'Éventreur, alors oui, j'imagine qu'il y en a des tonnes et des tonnes, mais je sais pas s'il y en a un plus connu que les autres et je sais pas du tout, enfin ouais. Parce qu'en soi, Jack l'Éventreur, c'est un fait divers quoi, réel. Donc du coup, c'est bizarre, je sais pas trop. Bref, euh, je vais vraiment mettre fin à ce live très très vite. Je dois vous avouer que là vraiment, je suis un peu capoute et j'ai pas envie de dire de la merde et j'ai pas envie que ce soit confus comme je le suis en ce moment. Mais bref. Sympa de revenir sur le personnage de Redzia et de Septimus. Là, on s'est surtout attardé sur Septimus dans ce dernier tiers. Et du coup, à ses pensées très sombres. C'est intéressant parce qu'on a déjà plusieurs personnages qui ont eu des pensées sombres depuis le début du texte. Et le narrateur semble avoir une polyphonie de pensées justement sur ces sujets-là. Donc c'est intéressant de voir encore une fois cette espèce de voix narratrice se métamorphoser un petit peu et peut-être essayer de comprendre un petit peu ses personnages à chaque fois qu'il va changer de personnage. Il y a un petit peu un truc comme ça, comme s'il se faisait un peu en partie la voix du personnage. Donc c'est intéressant, encore une fois, ce travail-là. Et autre chose que je trouve hyper intéressant, même si, encore une fois, c'est pas tant explicité, en même temps, je trouve qu'il n'y a pas besoin de tant l'expliciter que ça, et c'est pas mal. Parce que bon, un texte purement historique, je pense que ça m'aurait ennuyé pour le coup. Mais là, on parle d'une période assez intéressante aussi. On nous disait tout à l'heure que c'était de 1918 à 1923, je crois. Donc c'est une période vachement intéressante. Et là, de voir que Septimus a quand même sans doute été marqué par la guerre, en fait. Je sais pas, on nous donne pas directement un lien de cause à effet euh, explicite, mais quand même implicitement, on comprend qu'il y a eu un truc comme ça, quoi. Donc voilà, le délire de l'après-guerre et de voir les conséquences que ça peut avoir sur certaines personnes, c'est assez intéressant. Et j'ai l'impression que ce sentiment de ne plus rien ressentir, c'est quelque chose, c'est un effet qui arrive assez souvent aux personnes revenant de la guerre. Donc c'est intéressant de voir qu'on en fait mention déjà sur la Première Guerre mondiale, quoi. Sur un texte qui date quand même pas mal.
Euh, et également, et puis en plus qui a été publié en 1925. Donc voilà, une, euh, une sorte de conscience de ces changements très rapides aussi, quoi. Euh, D'autant que, à la fois, on nous dit, et c'est marrant parce que je trouve que c'est des réflexions très modernes en un sens, on nous dit aussi, ça c'était dans un passage de tout à l'heure, avec Peter Walsh, que l'époque a changé et se permet des choses qu'elle ne se serait pas permises avant, et qu'elle a énormément changé en l'espace de 5 ans, et que les jeunes gens ne veulent plus vivre les mêmes choses, et ainsi de suite. Donc c'est marrant parce qu'au final, ce sentiment qui semble très moderne, de se dire que la jeunesse veut changer les choses, et ainsi de suite, et fait bouger les choses, et fait changer au final le mode de fonctionnement de la société, et ainsi de suite, bah au final ça semble être une idée qui est présente depuis longtemps, et je pense que ça a du sens, quelque part. Je pense qu'en vérité, c'est souvent la jeunesse qui redéfinit un petit peu la réalité présente, étant donné que euh, bah, c'est eux qui influencent, on va dire, les modes, entre guillemets. Je pense qu'il y a un peu un délire comme ça. Enfin bon, bref. Donc intéressant à voir tous ces changements potentiellement par rapport à la Première Guerre mondiale, etc. Et encore une fois, ces questionnements qui semblent assez modernes, finalement, avec ce personnage de Septimus, qui a un discours qu'on pourrait entendre de nos jours énormément, hein. Ce discours de le monde est tellement pourrave, j'ai pas envie de mettre au monde un enfant dans ce monde-là. Donc, je trouve que ouais, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui font vachement écho à notre époque contemporaine. Et c'est intéressant de voir ces échos. Bien, sur ce les amis, comme je vous disais, je vais faire assez court là sur cette outro parce que vraiment je sens que je décroche et que je suis pas très concentré, pas très focus et un peu fatigué. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci à ceux qui sont passés faire un coucou. Petite Sab, Industrias, J-Boy. Encore merci pour le follow. Encore merci pour le réabonnement avec le Prime. Ça fait extrêmement plaisir. Sur YouTube, merci également. Si vous m'avez suivi, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la lecture ou de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Tutti quanti, vous connaissez les bails. Et donc, je vous donne rendez-vous vendredi 21h pour la suite de la lecture. Dimanche, de 21h à minuit, pour une veillée sur Discord. Voilà, voilou. A priori, c'est tout ce qu'il y aura au programme de cette semaine, je vais dire publiquement. Mais si il devait s'organiser pour je ne sais quelle raison un autre live ou une autre interaction entre nous cette semaine, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux comme d'habitude. N'hésitez pas à m'y suivre. Je te souhaite une bonne nuit, petite Sab. Bonne soirée, bonne nuit à tous et à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, une prochaine partie de gaming ou que sais-je encore. Bye bye!